Le 4 septembre 1970, Salvador Allende obtient 36,6% des voix à l'élection présidentielle à la tête d'une coalition formée par les partis de gauche et de centre-gauche, l'Unité populaire. Il devient, suite au vote du Congrès, président de la République, ce qui ouvre une nouvelle étape de socialisme par les urnes pour le Chili. L'Unité populaire met en place de grandes réformes, telles que la nationalisation du cuivre et de beaucoup d'autres secteurs entiers de l'économie, une réforme agraire, et s'attire ainsi les foudres des partis conservateurs, puis des démocrates chrétiens et de l'armée dans le pays, et celle des États-Unis sur le plan international. Les tensions sont constantes dans le pays. Les manifestations pour et contre égrènent les 3 années du gouvernement de l'Unité populaire. La grève des camionneurs crée des difficultés d'approvisionnement. Le 27 juin 1973, le gouvernement redoute un coup d'État et place Santiago en état d'urgence. Le 29 juin, des militaires séditieux entrent dans la capitale. C'est le Tanquetazo. L'armée légaliste, aux ordres du général Prats, parvient à neutraliser les putschistes. Le général Prats renonce au commandement des forces armées et est remplacé par le général Augusto Pinochet, considéré comme loyal au gouvernement. Dès le 10 septembre, des mouvements de troupes ont lieu dans le pays et le 11 septembre 1973, les chars entrent dans la capitale et le palais de la Moneda est bombardé. Le président Allende prononce un ultime discours retransmis sur une des seules radios encore libres, Radio Magellan, et finit par se suicider. Le putsch, organisé par le haut commandement des forces armées, le général Leyte pour l'armée de l'air, le général Pinochet pour l'armée de terre, l'amiral Merino pour la marine et le directeur général des carabiniers Mendoza prend le pouvoir. Les membres de la junte militaire se présentent comme les sauveurs du pays face au chaos et au cancer communiste. Ils annoncent la fermeture du Congrès, l'interdiction des syndicats et des partis politiques. Les registres électoraux sont détruits, la circulation est limitée et la censure établie. Un régime de terreur s'installe et donne lieu, à la vue de tous, à une répression inouïe envers les dirigeants, membres et sympathisants des partis de gauche, entre autres. Les perquisitions, les arrestations et les incarcérations arbitraires ainsi que l'utilisation de la torture se généralisent dans le pays. Les stades, ainsi que les navires de la marine comme la Esmeralda, deviennent des lieux de détention improvisés pour des milliers de personnes. Les proches de l'Unité populaire et les ministres d'Allende sont déportés sur l'île d'Ossón, à l'extrême sud du pays. Le chanteur Victor Jara, un des représentants de la nouvelle chanson chilienne favorable à l'unité populaire, est arrêté, torturé et tué. Un mois après le coup d'État, le prix Nobel de littérature Pablo Neruda meurt empoisonné. Face à l'horreur, le comité Propas, sous l'égide des églises chiliennes, est créé pour défendre les droits de l'homme aux côtés d'autres organisations internationales. Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, la Croix-Rouge internationale. Le coup d'État a un énorme retentissement, la répression ne s'étant pas cachée des médias étrangers. Dès le lendemain du coup d'État, plusieurs ambassades, en particulier celles d'Italie, de Suède et de France, ouvrent leurs portes à un flot ininterrompu de personnes chiliennes ou d'autres nationalités poursuivies par le régime. Pour certains, l'exil sera organisé dès l'ambassade, mais beaucoup d'autres devront quitter le pays par leurs propres moyens, au prix d'un voyage long, souvent dans le plus grand dénuement. La vague d'exil a été de grande ampleur, juste après le coup d'État, puis plus tard, au début des années 1980, d'abord vers les pays limitrophes, au premier rang desquels l'Argentine, puis vers l'Europe, Suède, France, Angleterre et Espagne après 1978. Certains pays de l'Est comme la Roumanie, mais aussi vers les États-Unis, le Canada et l'Australie. La France a accueilli environ 15 000 Chiliens, certains ont eu le statut de réfugiés, tandis que d'autres se sont installés en tant que travailleurs immigrés ou étudiants. La tragédie chilienne donne lieu à un élan de solidarité, des comités d'accueil s'organisent dans le monde entier. En 1974, Pinochet s'autodésigne chef suprême de la nation et concentre le pouvoir exécutif, tandis que le pouvoir législatif est détenu par la junte. La répression se poursuit et s'institutionnalise. La DINA, police politique aux ordres de Pinochet, sévit aux côtés et parfois en concurrence avec les services d'intelligence des forces armées. Les lieux de détention se multiplient. Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Chacabuco, 13 y 4 Alamos, Londres 38, en plein centre de la capitale. Les disparitions sont nombreuses. En 1976, le comité Propas, menacé par la dictature, est remplacé par la Vicaría de la Solidaridad, sous l'égide de la seule église catholique et du cardinal Raúl Silva Enríquez. Le plan Condor, une alliance des polices politiques des dictatures sud-américaines et les services secrets chiliens, agissent aussi à l'extérieur. Le général Prats est assassiné à Buenos Aires en 1974, Orlando Letelier à Washington en 1976. Le décret d'amnistie publié par Pinochet en 1978 accorde une protection et une immunité aux personnes civiles ou militaires
impliqués dans la répression. Peu seront poursuivis et la justice transitionnelle limitée. Pinochet, installé au pouvoir, s'entoure d'un groupe de jeunes économistes formés à l'université catholique puis à l'université de Chicago. Ces Chicago Boys mènent une politique économique et sociale nouvelle, inspirée du néolibéralisme de Milton Friedman. Leurs principes sont réunis dans El Ladrillo, un ouvrage qui décrit la nouvelle politique économique en opposition totale avec la politique de la CEPAL, jusqu'alors appliquée dans la plupart des pays d'Amérique latine. Le Chili devient un laboratoire du néolibéralisme qui laisse le marché réguler tous les aspects de la vie sociale et économique. Privatisation à tout va, ouverture des frontières aux capitaux étrangers, désengagement de l'État dans tous les services sociaux, l'éducation se privatise, les services de santé se privatisent, le système de retraite dépend désormais des grands fonds de pension internationaux. Pour faire passer ces réformes, Pinochet restreint les libertés et l'expression politique de façon autoritaire. Les réformes sont imposées à coups de décrets-lois ou de lois organiques, très difficiles à modifier ou à abroger. Les outils mis en place modifient en profondeur les structures sociales et économiques du pays. Dans un premier temps, les résultats macroéconomiques du Chili s'améliorent, ce qui en fait un exemple pour les organisations économiques internationales. Le FMI, la Banque mondiale, cite en exemple le jaguar de l'Amérique du Sud. Le taux d'inflation chute, les capitaux étrangers affluent ainsi que les crédits internationaux. La croissance reprend mais n'est pas répartie. Tandis que quelques-uns s'enrichissent, y compris le propre Pinochet, le coût est élevé pour la majorité des Chiliens. Le système social s'effondre, le pouvoir d'achat baisse, le taux de chômage s'envole. À partir de 1980, le contexte international est moins favorable. Le pays entre en récession, puis en crise. Le PIB chute, le taux de chômage augmente dangereusement. Dans ce contexte, et suite aux pressions internationales, une constitution est élaborée. Elle reconnaît des droits, mais ils sont toujours conditionnés au bon vouloir du dictateur. Soumise à référendum, avec vote obligatoire, elle est adoptée, malgré son caractère autoritaire qui octroie beaucoup de pouvoir aux militaires et cadenasse le régime politique afin de limiter les réformes futures. Pinochet est confirmé comme chef de l'État, mais elle laisse entrevoir une possibilité de retour à la démocratie. Elle prévoit ainsi une période de transition de 8 ans, au terme de laquelle un référendum devrait être organisé. En cas de non à la prolongation du mandat de Pinochet, des élections seront à prévoir. Approuvée avec 67% des votes, la Constitution est encore en vigueur aujourd'hui. La crise économique et sociale marque le début des revendications populaires ouvertes par le biais de grandes manifestations en dépit de la répression. À partir de 1983, des mouvements sociaux paralysent périodiquement le pays. Cette mobilisation est soutenue par les partis politiques qui se sont reconstruits dans la clandestinité et reçoivent le soutien des formations reconstruites en exil. Le 14 mars 1983, plusieurs dirigeants de l'opposition élaborent un manifeste démocratique, faisant état de la situation du pays et proposant des solutions. L'Alliance démocratique est créée sur la base de ce manifeste et réunit la démocratie chrétienne, les radicaux, la branche rénovée des socialistes. Ceux qui restent en dehors de l'Alliance, le Parti communiste, le MIR, le MAPU et une partie des socialistes créent, à leur tour, le MDP, Mouvement démocratique populaire. Jaime Guzmán, le tout-puissant ministre de Pinochet, fondateur du mouvement gremialista et professeur de droit à l'université catholique, saisit la Cour suprême qui déclare le MDP illégal. Le 11 novembre 1983, un rassemblement convoqué par l'Alliance démocratique dans le parc O'Higgins à Santiago réunit plus de 500 000 personnes et renforce la visibilité de l'opposition. En parallèle, le Parti communiste crée son bras armé, le Fonds patriotique Manuel Rodríguez, dont les membres formés à Cuba et au Nicaragua pratiquent la guérilla urbaine, les enlèvements de personnalités du monde politique et économique, les attaques à la voiture piégée et réalisent des sabotages des structures électriques afin de déstabiliser le régime. La contestation est telle qu'en 1984, les autorités instaurent l'état de siège. Ils interdisent la presse d'opposition et mettent fin aux libertés publiques. Au tournant des années 1984 et 1985, le pouvoir renforce le contrôle sur la société et la terreur redouble. L'exil reprend. Les manifestations restent nombreuses et un accord national pour la transition vers une pleine démocratie est signé par les 11 partis de l'Alliance démocratique et parrainé par l'Église catholique le 25 août 1985. Elle n'inclut pas toute l'opposition qui reste divisée sur les méthodes à utiliser, pacifiques ou armées, pour combattre la dictature. Pendant ce temps, Hernán Bucci, nommé ministre des Finances, mène une politique drastique de réduction des dépenses publiques, en diminuant notamment les dépenses sociales, le nombre d'emplois publics, et privatise des entreprises d'État comme la Compagnie nationale d'aviation, les entreprises sidérurgiques
et les sociétés d'électricité ou de communication. Le Chili se transforme, la société de consommation s'impose au même rythme que les malls. Le premier d'entre eux, Shopping Center Parque Arauco, a ouvert ses portes en 1982. En 1986, après la tentative d'assassinat contre Pinochet, l'état d'urgence est de nouveau déclaré. 4 importants dirigeants de l'opposition sont exécutés. Cependant, suivant le cadre de transition prévu depuis le discours de Chacarillas en 1977, les registres électoraux sont ouverts, on prépare le référendum. 2 options se présentent alors. Si, Pinochet se maintient au pouvoir. No, fin de la dictature de Pinochet. Des élections doivent être envisagées. Pour la première fois depuis le coup d'État, l'opposition a le droit de s'exprimer librement pendant 15 minutes par jour à la télévision. Le parti du No utilise un message de projection vers l'avenir optimiste et positif. René Saavedra, le directeur de la communication de la campagne du No, mise sur la présentation de la démocratie comme une joie de vivre en liberté. Il s'agit d'une campagne joyeuse, très colorée, à l'inverse du régime militaire. La campagne du Si est à l'opposé, car elle est construite autour des années de l'unité populaire pour en montrer les dangers et faire de Pinochet l'homme providentiel qui a sauvé le pays du chaos. Un grand-père aimable et sympathique. Le 5 octobre 1988, le référendum donne la victoire au No. Pinochet doit quitter le pouvoir. Le 11 mars 1990, Pinochet cède la présidence à Patricio Aylwin, le candidat de la concertation pour la démocratie, démocrate chrétien. Pinochet est chassé du pouvoir par les urnes et le Chili amorce un processus de transition vers la démocratie. Pendant une vingtaine d'années, des gouvernements de coalition ou de centre-gauche puis de droite vont se succéder. Dans les premiers temps, la démocratie est négociée en raison de la présence encore prégnante des militaires au Conseil d'État. Pinochet reste commandant en chef des armées jusqu'en 1998, rendant faible la marge de manœuvre des premiers gouvernements. Les lois organiques, le cadre contraignant de la Constitution et le poids du conservatisme entravent la démocratisation du pays. Les commissions Vérité et Réconciliation permettent une reconnaissance des victimes de la dictature. Sur le plan symbolique, des monuments sont construits. Le mémorial du disparu et exécuté politique au cimetière général de Santiago, financé par l'État, comme la Fondation Stade National, Villa Grimaldi et Londres 38. La plupart des éléments commémoratifs sont construits grâce au financement des associations nées de la société civile. Au-delà de ces aspects, la justice transitionnelle peine à s'organiser. La plupart des militaires ne seront pas jugés. L'arrestation de Pinochet à Londres le 16 octobre 1998 à la requête du juge espagnol Baltasar Garzón et du juge français Roger Leloir, marque le début d'une longue bataille entre les avocats des victimes et ceux de l'ancien dictateur. Pinochet a réussi à échapper au mandat international au nom d'une supposée sénilité. Au Chili, il est relaxé par la Cour suprême en raison de son état de santé et meurt dans son lit en 2006, provoquant effusion de joie mais aussi de désespoir dans un Chili qui reste très clivé. Certains hauts gradés sont néanmoins arrêtés dans le sillage de l'affaire Pinochet, comme cela avait été le cas auparavant pour le général Contreras, ancien chef de la DINA. Il sera incarcéré avec ses corolégionnaires à la prison de Punta Peuco, une prison pour tortionnaires gardée par des militaires. L'explosion populaire du Chili en 2019 a fortement remis en question l'héritage de l'ère Pinochet, ainsi que les gouvernements ultérieurs qui ont gardé le même modèle économique et social, laissant un goût de transition inachevé. China es el lugar más allá del ancho mar